L'un des organes les plus importants est le poumon. La première image correspond à la première étape de la pathogenèse. C'est grâce à cette étape que vous comprendrez tout ce dont nous parlons maintenant. La première forme est l'infection primaire. Elle se caractérise par une lésion isolée, encapsulée et calcifiée, associée à un ganglion lymphatique positif, généralement le ganglion lymphatique bronchique. Comme le montre l'image, la lésion pulmonaire et le ganglion lymphatique correspondant sont tous deux atteints. La deuxième forme est la tuberculose miliaire aiguë. Dès qu'il s'agit d'une tuberculose miliaire aiguë, il existe une généralisation de l'infection, une dissémination hématogène et des ganglions lymphatiques positifs. Cette forme peut se présenter de deux façons. Sans généralisation tardive, les lésions miliaires sont largement disséminées, uniformément réparties, de même taille et du même âge, accompagnées de signes d'inflammation diffus. Comme je l'ai déjà expliqué en détail dans le cours numéro 14 consacré à la pathogenèse, nous n'y reviendrons pas. Avec généralisation tardive, l'image est similaire, mais les lésions présentent une caséification et une calcification. Elles sont mêlées à des foyers hémorragiques, et les ganglions lymphatiques présentent un aspect caractéristique appelé caséification satellitaire, donnant un aspect rayonnant ou marbré, entrecoupé d'hémorragie. La troisième forme, parmi les formes de la tuberculose du tissu pulmonaire, est celle où la dissémination se fait à l'intérieur du poumon lui-même, en empruntant les voies préexistantes du poumon. La lésion, issue par exemple d'une primo-infection, se propage à l'ensemble de l'organe par ses voies préexistantes, sans intervention des vaisseaux lymphatiques ni des vaisseaux sanguins. C'est pourquoi les ganglions lymphatiques sont négatifs. Cette forme est appelée tuberculose pulmonaire chronique fibronodulaire. Elle est également désignée sous le nom de tuberculose cavitaire pulmonaire. Le matériel infectieux est aspiré à travers les voies préexistantes, entraînant la dissémination de foyers caséeux de taille variable, intéressant une partie ou la totalité d'un ou des deux poumons. Par la suite, les lésions se drainent dans les bronches, provoquant la formation de cavités. Les ganglions lymphatiques restent négatifs. S'ils sont positifs dans un tel cas, cela est attribué à la primo-infection et non à la tuberculose pulmonaire chronique fibronodulaire elle-même. La pneumonie caséeuse représente une forme évoluée de la tuberculose pulmonaire. Elle résulte de la réactivation d'un foyer tuberculeux ancien demeuré pendant une période plus ou moins longue. Sous l'effet de facteurs favorisants, tels qu'une diminution de l'immunité, le stress ou d'autres conditions débilitantes, les lésions subissent une rupture d'équilibre, entraînant une progression rapide de l'infection. Sur le plan macroscopique, cette forme se caractérise par la présence de larges plages de tissu pulmonaire caséeux, visibles à l'œil nu. Ces zones sont entrecoupées de multiples points blanchâtres, résultant de la coalescence de petits foyers caséeux qui fusionnent progressivement pour former de vastes lésions. Les ganglions lymphatiques régionaux sont généralement positifs et présentent des lésions tuberculeuses. Tuberculose de la trachée et du larynx. Une autre forme de tuberculose pulmonaire intéresse les voies respiratoires, notamment la trachée, les bronchioles et le larynx. Elle est désignée sous les termes de trachéite tuberculeuse et laryngite tuberculeuse. Dans ces localisations, le passage permanent de l'air et l'élimination répétée du matériel tuberculeux par la toux empêchent le développement de granulomes bien organisés. En conséquence, les lésions prennent essentiellement un aspect ulcératif, caractérisé par la formation d'ulcères au niveau de la muqueuse trachéale ou laryngée. Cette présentation est ainsi qualifiée de forme ulcérative de la tuberculose des voies respiratoires. À côté du poumon se trouve directement la plèvre. La plèvre, bien sûr, possède deux feuillets, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Le feuillet viscéral est celui qui est appliqué à la surface du poumon, tandis que le feuillet pariétal est appliqué contre la paroi thoracique. Ainsi, la plèvre est toujours constituée de deux parties, une partie viscérale et une partie pariétale. D'où provient l'infection de la plèvre? Soit elle provient d'une extension locale par contiguïté à partir du poumon, en raison de la proximité avec le poumon, soit elle se propage par les vaisseaux lymphatiques du poumon, soit il se produit une rupture des lésions présentes dans le poumon ou dans les ganglions lymphatiques pulmonaires. Cette rupture permet aux lésions d'atteindre la plèvre et de l'infecter. Elle peut également parvenir à la plèvre par les voies lymphatiques. Elle peut aussi provenir du péritoine, en passant par les lymphatiques du diaphragme. Ainsi, une infection abdominale peut gagner la plèvre par les lymphatiques du diaphragme. Les formes observées au niveau de la plèvre peuvent se présenter sous forme d'une généralisation chronique, appelée également tuberculose prolongée. Dans ce cas, la plèvre présente des granulations molles, rougeâtres et d'aspect velouté, soft, reddish, velvety granulation, sur la surface viscérale, la surface pariétale ou sur les deux à la fois. On observe également que les lésions confluent en formant de larges masses caséeuses,
donnant un aspect appelé grape disease ou burley disease, car les lésions réunies ressemblent à des grappes de raisin. À l'ouverture de ces lésions, on observe une consolidation ainsi qu'un épaississement marqué de la plèvre. Chez les bovins, les petites lésions ne pénètrent généralement pas la plèvre, tandis que les grosses lésions peuvent provoquer une pénétration à travers les tissus pleuraux. La deuxième forme parmi les formes observées au niveau de la plèvre est appelée pleurésie caséeuse. La pleurésie caséeuse, pour se développer, nécessite que le poumon lui-même présente une pneumonie tuberculeuse sévère. À partir de cette lésion pulmonaire, l'infection se propage à la plèvre. Il s'agit donc d'une forme aiguë de pleurésie tuberculeuse, qui apparaît au cours de la généralisation tardive. La généralisation tardive signifie que le processus tuberculeux est déjà généralisé, avec une atteinte des ganglions lymphatiques et des autres manifestations associées. On observe alors un épaississement marqué de la plèvre, pouvant atteindre 2,5 cm ou plus. Une masse caséeuse sèche, entrecoupée de sang. Des ganglions lymphatiques positifs. Comme vous pouvez le voir sur l'image, les zones de pleurésie tuberculeuse proviennent du poumon et adhèrent à la plèvre pariétale. En effet, les parties du poumon qui sont en contact avec les côtes, ribs, sont recouvertes par la plèvre pariétale, tandis que la plèvre viscérale recouvre directement la surface du poumon. Comme on observe les côtes ainsi que les lésions, cela indique que nous sommes bien au niveau de la plèvre. En revanche, si l'on monte plus haut, nous passerons à la région du péritoine, qui constitue la troisième partie que nous allons étudier ensuite.